Visualisez cette scène. Vous êtes installé à votre poste de travail. Une mission essentielle vous attend. Pourtant, au lieu de vous lancer, vous restez figé face à l'écran depuis 3/4 d'heure. Vous avez déjà ouvert votre boîte mail 10 fois, fait défiler les publications sur les réseaux, rangé des fichiers inutiles, tout, absolument tout, sauf attaquer ce qui compte vraiment. Cette tension dans la poitrine, ce nœud au ventre, cette honte qui grimpe doucement. Nous connaissons tous ce signal d'alarme. Bienvenue dans l'univers discret, mais redoutable du report permanent. Ce que vous ignorez peut-être, c'est le coût réel de cette habitude. En moyenne, elle nous dérobe plus de 3h30 chaque jour, soit près de 2 mois entiers par année. 2 mois de vie pure que nous laissons s'échapper. Vous pensez être une exception? Pas du tout. 9 personnes sur 10 avouent remettre régulièrement à plus tard, et 1 sur 5 se définit comme un reporter chronique. Ce n'est pas une simple manie, c'est une vague silencieuse qui ronge notre efficacité, notre confiance, notre santé psychique et, à long terme, notre capacité à concrétiser nos aspirations les plus profondes. Et si cette faiblesse pouvait devenir votre plus grande force? C'est précisément ce que proposent les outils issus de la pensée stoïcienne, étonnamment actuels dans notre époque agitée. Dans les instants qui suivent, nous allons explorer ensemble des stratégies ancestrales revisitées pour notre quotidien. Vous découvrirez notamment comment distinguer ce qui relève réellement de votre pouvoir, comment retourner la peur à votre avantage grâce à la contemplation du pire, et comment embrasser pleinement votre chemin, même imparfait. Mais avant les outils, remettons les pieds nus sur terre avec des situations que nous vivons tous. Dimanche matin, la lumière filtre doucement entre les volets. Vous aviez décidé de vider enfin ce placard qui déborde depuis l'hiver dernier. 2 heures plus tard, vous êtes encore en jogging, le téléphone à la main, le placard toujours fermé. Une petite voix intérieure vous sermonne, mais une autre, plus forte, vous retient. Cette lutte interne, c'est le cœur même du report. Ce n'est pas de la paresse, c'est un conflit entre ce que votre raison sait nécessaire et ce que votre cerveau préfère à l'instant T pour éviter l'inconfort. Prenons Claire, 35 ans, mère de 3 enfants. Depuis des mois, elle rêve d'un potager dans son jardin. Graines, terreau, livres spécialisés, tout est prêt. Pourtant, chaque week-end apporte sa nouvelle excuse. Il fait trop chaud. Je commencerai quand les enfants seront plus autonomes. Les saisons passent, le rêve reste en sommeil. Et Claire n'est pas seule. Qui n'a pas un projet qui lui tient à cœur mais qui déclenche une vague d'angoisse dès qu'on y pense? Et si je n'y arrive pas? Et si c'était trop compliqué? Ce report ne se cantonne pas aux grands rêves. Il s'infiltre partout. La vaisselle qui s'entasse, les impôts remplis la veille de la date limite, l'appel à un ami qu'on diffère sans cesse. Pourquoi? Parce que Claire se sent déjà épuisée avant même de commencer. Parce que la tâche paraît immense ou floue. Parce que le téléphone offre une récompense immédiate, alors que l'effort, lui, demande du courage. Résultat? Le soir, non seulement le potager n'existe toujours pas, mais le temps libre n'a même pas été savouré. Reste la culpabilité, le sentiment d'avoir trahi sa propre parole. Jour après jour, ce cercle vicieux abîme l'estime de soi. Puis il y a David, 43 ans, employé de bureau depuis 20 ans. Chaque matin, il passe devant un local vide sur son trajet. Chaque matin, la même idée fulgurante. Et si j'ouvrais mon propre petit resto ici? Les amis adorent sa cuisine, répètent qu'il a un vrai talent. Au fond de lui, il le sait. Pourtant, rien ne bouge. Dès qu'il envisage sérieusement le projet, une avalanche de « et si » le paralyse. Et si ça ne marche pas? Et si je perds tout? Et si je ne suis pas à la hauteur? C'est là qu'intervient le premier outil stoïcien majeur. La distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas, formulée par Épictète. Appliquée à David, ce qu'il peut maîtriser.
étudier les démarches administratives, tester des recettes, rédiger un prévisionnel, même imparfait, ce qu'il ne peut pas maîtriser, le goût des futurs clients, les aléas économiques, les imprévus. En se focalant uniquement sur la partie actionnable, la peur perd son emprise. L'action redevient possible. Deuxième arme, la préméditation des mots, prônée par Sénèque. David imagine le pire, mais le vrai pire, se retrouver dans 10 ans, toujours dans le même bureau, passant devant ce local désormais occupé par quelqu'un d'autre, avec le regret brûlant de n'avoir jamais essayé. Cette vision douloureuse devient un carburant plus puissant que n'importe quelle peur abstraite. Troisième pilier, la mort fati, l'amour du destin, cher à Marc Aurèle. Acceptez que le chemin ne sera pas parfait. Certains plats rateront, le menu évoluera, les horaires s'ajusteront. C'est exactement ce qu'est l'entrepreneuriat, apprendre, pivoter, persévérer. En embrassant cette réalité au lieu de la combattre, David transforme l'incertitude en aventure. Ces principes ne restent pas théoriques. Ils s'appliquent au quotidien, même aux tâches les plus banales. Une conversation difficile à avoir, on se concentre sur ce qui dépend de nous, la sincérité, le calme. Le ménage qui rebute, on fractionne, on commence par une seule pièce, on célèbre la petite victoire. Une nouvelle habitude alimentaire, on change un seul repas par jour, pas tout d'un coup. Car oui, certaines choses ne seront jamais plaisantes. Remplir une déclaration, ranger des papiers, aller chez le dentiste, personne n'en rêve. La clé, cesser de négocier avec soi-même, accepter que l'inconfort fasse partie du jeu, se rappeler que la pensée de la tâche est presque toujours pire que la tâche elle-même. Une fois lancé, on se surprend souvent. En fait, ce n'était pas si terrible. Autre levier puissant, le calme. Prendre, même 2 minutes, pour s'arrêter et se demander « Qu'est-ce qui me bloque vraiment ? Peur de l'échec ? Manque d'information ? Perfectionnisme ?» Ces quelques secondes de silence dénouent des nœuds qu'on traîne parfois pendant des semaines. Et si la discipline rigide ne fonctionne pas, cultivez plutôt la régularité douce. Comme se brosser les dents, certains gestes doivent devenir automatiques. Commencez par 5 minutes le matin sur le projet qui compte. 5 minutes, c'est ridicule, mais c'est souvent le déclencheur qui mène à 1 heure. Une astuce que j'adore. L'échéance inversée. Au lieu d'attendre la vraie deadline dans 3 semaines, décidez que vous terminerez en 3 jours. Votre cerveau réagit à la pression, même artificielle, et passe en mode action. Résultat, vous avancez plus vite, sans panique de dernière minute. Enfin, n'oubliez jamais les effets cumulés. 10 minutes par jour sur un projet passe plus de 60 heures en 1 an. 2 pages lues chaque soir passe plusieurs livres terminés. 2 minutes de rangement quotidien à un intérieur impeccable sans effort colossal. La règle des 2 minutes est magique. Quand la résistance monte, engagez-vous seulement pour 120 secondes. Rarement vous vous arrêterez là. Le plus dur, commencer, est déjà fait. Ce n'est pas une question de devenir une machine ultra productive. C'est une question de respect envers soi-même, envers le temps dont nous disposons, envers les rêves qu'on porte. Chaque petit pas compte. Chaque jour est une nouvelle chance. Alors maintenant, juste ici, prenez 2 minutes, pas plus. Fermez les yeux si vous voulez. Laissez la musique de fond vous porter. Demandez-vous, quelle est la prochaine petite action que je peux faire aujourd'hui pour avancer vers ce qui compte vraiment pour moi ? 2 minutes. C'est tout ce qu'il faut pour que tout commence à changer.